Bonjour chers abonnés. On vient de commencer le direct tout à l'heure. J'espère que vous nous voyez. Dès que je vois un œil, je sais qu'il y a une personne qui nous regarde déjà. Là, je ne vois pas d'œil. Bon, quand même, je vais commencer le direct. Bonjour chers abonnés, bonjour à tous et à toutes. Comme notre rendez-vous hebdomadaire de chaque jeudi, pour parler de politique de développement, économie, relations internationales, économie politique. Aujourd'hui, je suis avec mon invité, Madame Pascale Fressos. Vous avez vu déjà sur la page, j'ai déjà mis le sujet dont on va parler aujourd'hui. J'ai fait une biographie de Madame Fressos. Pour ceux qui ont vu la publication, ils savent qui elle est, mais elle aura l'occasion, quand elle va commencer tout à l'heure, de se représenter. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'impact des objectifs de développement durable sur les populations africaines. Les objectifs de développement durable, comme on le dit souvent, ODD, les objectifs ODD. Donc l'impact de ceux-là sur les populations africaines. Pour faire une petite genèse, avant, ça a été institué d'abord par les Nations Unies en 2000 avec les 193 États du monde pour essayer d'apporter je dirais apporter une vie meilleure aux populations. Donc du coup ça a été instauré. À la base c'était les objectifs du millénaire pour le développement et donc la date butoir était 2015. Donc de 2000 à 2015, 15 ans pour faire le bilan. Donc c'était aux 7 objectifs quand c'était les objectifs du millénaire pour le développement. On avait réduit l'extrême pauvreté et la faim, l'analphabétisme, on a fait les maladies infantiles, on avait le VIH, entre autres. Et à la date butoir, on a vu qu'il y avait des objectifs qui n'avaient pas été atteints. Donc, du coup, les Nations Unies et les États ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de continuer, on va se donner encore 15 ans pour adopter de nouveaux objectifs. Et cette fois-ci, du nombre de 17, c'est-à-dire de 7 objectifs du millénaire pour le développement, nous sommes arrivés à 17 objectifs et cette fois-ci, ce sont des objectifs de développement durable. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Fressos, comme je vous disais, qui est une spécialiste de ces objectifs-là, qui a créé l'ONG Alliance internationale pour le développement durable. Donc, elle va nous expliquer, elle va nous faire une analyse de ces objectifs-là. Quel est l'impact de ces objectifs-là sur les populations africaines, sans oublier que Madame Fressos, elle travaille beaucoup avec les pays africains. Même y compris moi-même, je travaille aussi avec elle dans son alliance. Donc, elle va nous faire cette analyse-là et on va lui poser des questions. Elle va essayer de nous répondre pour savoir aujourd'hui où on en est avec les objectifs de développement durable et aussi avec cette grande pandémie-là dans laquelle le monde est plongé. Voilà, qu'est-ce qui va être ces objectifs? Est-ce qu'ils vraiment ils pourront atteindre pour l'an 2030? C'est vrai que l'an 2030, il y a encore du temps, mais c'est prêt, c'est très proche. Et du coup, on va commencer. Je vais donner la parole à Madame Fressos pour qu'elle puisse faire son analyse et on lui posera des questions. Donc, Madame Fressos, vous avez la parole. Merci beaucoup, en tout cas, Awa Fofana, et bravo pour ce travail remarquable que vous faites dans le cadre de votre blog politique. Bonjour, mesdames et messieurs, chers internautes. En tout cas, c'est un plaisir de vous rejoindre aujourd'hui sur cette thématique qui me tient particulièrement à cœur, puisque voilà, Awa avait mentionné le fait que j'allais me représenter. J'ai créé une ONG qui s'appelle l'Alliance internationale pour les objectifs du millénaire en 2006 à Genève. Donc mon engagement date vraiment de cette période-là, en fait, pour l'Afrique, sachant qu'auparavant je m'étais engagée pour les droits de l'homme en Amérique latine, notamment en Colombie. Et effectivement, un des points clés par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement, c'est véritablement de faire en sorte qu'on puisse réduire de moitié l'extrême pauvreté d'ici à 2015. Et effectivement, en 25 ans, il y a eu des progrès absolument considérables qui ont été réalisés, puisqu'il y a à peu près 1 milliard de personnes qui sont sorties de la pauvreté et il y a eu des améliorations absolument considérables pour pouvoir faciliter l'accès à une éducation pour tous, notamment au niveau du cycle primaire. Là, il y a vraiment eu des chiffres records pour pouvoir faciliter l'accès à l'eau et à l'assainissement, pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse bien évidemment réduire la mortalité infantile, mais aussi la mortalité maternelle. Je sais que ce point-là, en fait, la mortalité maternelle, il y avait eu un retard considérable qui avait été pris, mais il y a eu des actions renforcées qui avaient été ensuite
réengagé sur la fin du siècle. Il faut savoir que le PNUD accompagne les pays, il est présent dans 70 pays et le PNUD avait vraiment beaucoup travaillé dans les pays en développement et les PMA notamment en Afrique pour l'atteinte de ces fameux objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été impulsés par Kofi Annan en l'an 2000. Donc ensuite est arrivée la période des objectifs de développement durable, ce qu'on appelle en fait l'agenda 2030 des Nations Unies, sachant que ces objectifs sont vraiment basés sur 5 grands thèmes. On appelle ça en fait les 5 P. Il y a un P pour planète, il y a 6 objectifs qui sont en lien avec les questions environnementales, à la fois la question de l'eau, de l'énergie, la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité terrestre et marine, donc ça c'est à travers les ODD 6, 7, 13, 14 et 15, et puis il y a un ODD qui est l'ODD 11 pour la création de villes résilientes et qui intègre en fait l'ensemble de ces éléments, y compris bien sûr les questions de logement, de transport, les transports doux, et puis bien sûr tout ce qui est en lien avec l'aménagement des villes. Ça peut aussi intégrer des questions comme l'aménagement des espaces, le retour de la nature en ville, etc. À l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est que malgré les beaux progrès qui avaient été réalisés dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, il se trouve que finalement, peut-être que les États, d'une manière générale, n'ont pas répondu assez massivement en fait à l'appel entre guillemets des ODD, sachant que eux-mêmes ont signé ces objectifs de développement durable en 2015 dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et qu'ils doivent effectivement à la fois les adopter dans leur politique publique, mais aussi faire en sorte que tous les États non étatiques, à la fois les collectivités territoriales, les entreprises, les citoyens et autres parties prenantes puissent véritablement les intégrer. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui parce qu'il y a un gros déficit en termes de communication sur ces fameux objectifs de développement durable. Donc merci, c'est une raison supplémentaire de remercier Awa Fofana parce que ce qu'elle contribue aussi à faire à travers son blog politique, c'est de faire connaître les ODD. Sachant que, si je peux me permettre une petite parenthèse, j'écris actuellement aussi un livre sur cette question parce que le cadre des ODD a été posé, mais le cadre d'action pour les acteurs non étatiques n'est pas si clair que ça pour tous. Donc voilà, il y a une approche méthodologique. Je rentre un peu dans le dur, ça peut être un peu ennuyeux parfois à lire, j'imagine. Mais voilà, le livre va sortir probablement à la fin de l'année avec des méthodes structurées, structurantes, y compris pour les citoyens. Parce que tout le monde pense que tout le monde doit agir, que l'autre doit agir. On est constamment dans ces cercles de la déresponsabilisation. Et le citoyen, finalement, c'est nous tous, voilà, y compris les gens qui travaillent dans les entreprises, collectivités ou autres structures. Donc c'est un appel à l'action là que je vous lance. Alors ce que j'ai envie de dire par rapport à ces grands défis des ODD, les questions à se poser, c'est comment fait-on véritablement pour ne laisser personne de côté. Alors j'ai effectivement à la fois une expérience au niveau de l'Afrique, mais j'ai aussi, je dirais, une affinité particulière et aussi une forme d'admiration par rapport à des initiatives qui sont engagées en Afrique et par rapport à des gens absolument formidables et généreux que j'ai rencontrés sur mon passage et voilà, que je salue aussi à travers ce message parce que voilà, on est constamment aussi dans ces relations, échanges d'expériences entre pays, mais il faut aussi que nous on puisse mieux apprendre des ressources et des richesses de l'Afrique et notamment des richesses humaines parce qu'il y a vraiment des gens qui ont ce côté très spontané et voilà, qui se donnent beaucoup pour les autres et je salue notamment un certain nombre de femmes aussi qui elles-mêmes étaient dans la pauvreté, qui ont réussi à créer des initiatives pour faire en sorte qu'elles puissent sortir d'autres personnes de la pauvreté. Voilà, je pense notamment à une femme qui s'appelle Clémentine Vémy et qui effectivement avait parlé plusieurs fois dans le cadre de colloques qu'on avait organisé à l'ONU parce que des gens sont là pour créer le changement. Donc les objectifs de développement durable, c'est bien, c'est aussi les citoyens et c'est aussi à travers l'action de vous tous et des ONG que vous engagez au quotidien, que vous contribuez à atteindre ces ODD. Donc ça, c'est un grand merci. Voilà, et ça doit aussi bien sûr continuer. Alors ce que l'on doit dire peut-être par rapport
à l'état d'avancement des objectifs de développement durable, il y a un document qui est absolument formidable qui existe et qui s'appelle le SDG Index, où là vous retrouvez l'ensemble des données pour chacun des pays et pour chacun des indicateurs. Donc les ODD, c'est 17 objectifs, c'est 169 cibles et c'est 232 indicateurs. Et donc cette source d'information permet d'avoir un niveau de précision extraordinaire. Vous allez sur le pays qui vous intéresse, la Mauritanie par exemple, et vous regardez quels sont les indicateurs par rapport à l'ODD numéro 1, par rapport à l'ODD numéro 2, et vous voyez l'évolution des courbes. Bien souvent, la donnée de référence, c'est 1990, et vous allez jusqu'à 2017, 2018 ou 2019 en fonction des données. Vous avez aussi la source dessous. Est-ce que l'information a été produite par l'UNICEF? Est-ce qu'elle a été produite par l'UNESCO si c'est dans le domaine de l'éducation? Est-ce qu'elle a été produite par WMO, l'OMS, etc. Donc là, vraiment, c'est un champ en fait d'informations qui ont dit long sur les états d'avancement, et quelque part c'est aussi une nouvelle culture de l'évaluation qui est en train de se créer, qui peut aussi finalement pour les États être apprécié ou pas, parce que du coup il y a une forme d'opacité et tout le monde a accès maintenant à l'information sur tous ces éléments économiques, sociaux et environnementaux. Donc ce que l'on retrouve dans ce classement du SDG Index, c'est le fait que bien sûr les pays d'Afrique du Nord sont plus en avance. On a l'Algérie qui est en 56e position, on a la Tunisie, on a le Maroc et l'Égypte. Donc ce sont les 4 premiers bien évidemment dans le classement qui sont en dessous du top 100. Et puis après au niveau de l'Afrique subsaharienne, on a un certain nombre de pays qui arrivent. Donc on a le Cap-Vert, le Ghana. Alors c'est vrai que le Ghana est souvent cité en fait en tant que référence par rapport à sa politique verte. On a également donc l'Afrique du Sud, le Gabon, on a Mauritius également, et puis la Namibie. Alors ce qui est peut-être un petit peu moins réjouissant, c'est de voir la liste des derniers. Parce que malgré tout, il y a quand même un certain nombre de réalités qui sont à prendre en considération. Et je vais vous les citer. C'est que les derniers pays dans le classement en fait des ODD, eh bien, sont malheureusement aussi les premiers dans le classement en termes de corruption. Wow. Donc voilà, ça c'est des corrélations, en tout cas en termes de données, qui sont assez effrayantes et qui aussi montrent dans le même temps l'importance de l'ODD 16, qui est vraiment de pouvoir créer une bonne gouvernance, de pouvoir lutter contre la corruption, de faire en sorte qu'il y ait une véritable démocratie qui s'installe et pas une démocratie masquée, y compris au niveau des ONG. C'est pas uniquement les ONG proches des gouvernements qui doivent opérer, mais c'est l'ensemble des ONG d'une manière générale. La liberté de la presse fait aussi partie de ces critères, et d'autres critères, voilà, comme par exemple le fait que certaines personnes soient emprisonnées et que malheureusement leur traitement ne soit pas pris en compte, il n'y a pas de traitement de justice, que parfois des personnes sont emprisonnées parce qu'il y a eu justement un problème de liberté d'expression. Voilà, donc ça c'est des choses qui font partie en tout cas des indicateurs. Alors parmi les pays, on va dire, je vais commencer par le dernier de la liste, sachant que pour certains pays, les données ne sont pas disponibles. Donc comme par exemple la Libye, voilà, peut-être que la Libye pourrait faire partie des derniers, sauf qu'on ne le sait pas vu que elle n'a pas fourni les données. Donc on a donc Centrafrique qui arrive en 166e position. Donc voilà, je vous ai exprimé cette notion de difficulté d'accès aux données pour après cette position. Et donc là, elle a réalisé les ODD à hauteur de 38,5%, par exemple. Donc on a le Soudan, le Tchad, Somalie, le Libéria, Madagascar, Nigeria. Donc on a le Soudan, j'avais dit Sud-Soudan, là c'est le Soudan. On a la RDC et le Niger et le Mali. Donc le Mali est à la 156e position avec un score de 51,4. Au niveau des pays les plus corrompus dans ceux qu'on retrouve dans la liste, voilà, malheureusement, on a effectivement Centrafrique, Sud-Soudan, Libéria, Madagascar, Congo, RDC, et puis on a aussi le Niger. C'est un vrai problème, on doit en parler plus ouvertement. Je trouve que quand on va dans des conférences et autres, parfois on parle même pas de pauvreté, alors que quand on est dans la rue, on la voit, et c'est extrêmement choquant et douloureux de voir toutes ces personnes qui sont en train d'inventer des stratégies de survie. Voilà, ça c'est quelque chose véritablement qui est aussi une des raisons de mon engagement.
voilà, que je trouve vraiment extrêmement douloureux, mais peut-être qu'il y a une forme d'accommodation, peut-être que pour certains, le fait de vivre dans certains pays où on côtoie au quotidien la pauvreté, peut-être qu'on s'est aussi habitué à cela, mais en tout cas, si je peux me permettre, je vais vous montrer la carte au niveau du niveau de pauvreté, et on voit effectivement que c'est vraiment en Afrique que la problématique demeure. Je crois qu'elle est à l'envers là, pardon. Voilà, et c'est ça aussi que permet le SDG Index, c'est d'avoir une vue d'ensemble avec les indicateurs. Donc, le rapport des Nations Unies de 2018, avant la crise, mentionnait que voilà, il y a vraiment encore des besoins criants, notamment un taux par exemple de 23,6% par rapport en Afrique, donc hors Afrique du Nord. Hein, là, ça exclut bien sûr les pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et donc, ça veut dire que il y a une personne sur 5 qui aujourd'hui peut avoir un accès à une eau bien sûr potable, mais aussi un accès dans un lieu sécurisé. Ça fait partie aussi des critères, donc qui combinent les deux, potable et sécurisé. Et donc ça représente aussi à peine le tiers de la population mondiale de 60%. Donc il y a vraiment des appels qui ont été faits pour une amélioration bien sûr par rapport à l'accès à l'eau, à l'électricité sur le continent. Sachant que bien évidemment il y a des potentialités absolument gigantesques en termes d'énergie renouvelable qui aujourd'hui ne sont pas du tout exploitées. J'ai aussi côtoyé des ONG ou des structures qui me disaient mais nous on a une solution absolument formidable, comment on fait pour la commercialiser en Afrique? Donc voilà, ces mécanismes de compréhension par rapport au réseau de distribution sont importants, et dans le même temps je sais que la volonté est toujours de dire on va les vendre au gouvernement. Et c'est pas forcément comme ça évidemment que ça marche, parce qu'on sait que les gouvernements ont aussi des ressources limitées. Et je pense qu'un des leviers, mais vraiment les plus importants, c'est comment, ou en tout cas une des questions à se poser, c'est comment créer un tissu économique où là effectivement les entreprises puissent se développer, vendre entre elles. Voilà, sans toujours faire référence au gouvernement. Quelqu'un qui crée son entreprise aujourd'hui va pas se dire comment je vais aller vendre auprès du gouvernement français. Vous voyez, je vais avoir mon marché, et peut-être que si je vais en gouvernement, c'est génial. Voilà, c'est quelque chose qui peut être fructueux, mais voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup plus de maisons de l'emploi, de l'entrepreneuriat, qu'il y ait plus aussi y avoir, c'est un sentiment au regard d'expérience, des chartes, faire en sorte qu'il y ait plus d'éthique dans le business, parce que dès lors qu'on est un entrepreneur, si derrière on a des problèmes d'impayés, ça veut dire qu'il n'y a pas de pérennité pour la société. Donc voilà, et il y a peu de ressources de sociétés de recouvrement aussi en Afrique, parce qu'on sait que c'est des pays qui sont très risqués. Donc c'est aussi un appel, si on veut vraiment créer ces tissus économiques fructueux pour créer de l'emploi, ce qui va bien sûr permettre aux gens de pouvoir sortir de la pauvreté et avoir des niveaux d'autonomie financière. Le rapport en fait de l'ONU de 2018 était intitulé Vers un continent transformé et résilient, et ça c'est quelque chose aussi qui est important, parce que l'ONU lance un appel pour renforcer les capacités de planification également urbaine afin de générer le potentiel des villes dans les régions. Juste 2 mots encore sur les ODD, et je parle de la crise après, je vous promets. C'est un indicateur, quand vous allez sur les SDG Index, qui permet de voir les niveaux d'avancement. Donc vous voyez dessous, vous voyez que par exemple c'est pour la Côte d'Ivoire, malgré le fait qu'il y ait une croissance économique intéressante en Côte d'Ivoire qui est de l'ordre de 7 à 8%, et une forme de vitalité. Et voilà, j'ai aussi beaucoup apprécié toutes les actions qu'on a organisées au niveau d'AIODD. J'ai oublié de préciser qu'on était présent dans 20 pays. Voilà, donc vraiment beaucoup de synergies extrêmement positives, mais n'empêche qu'il y a quand même, malgré parfois certains discours qui peuvent être considérés comme étant encourageants, et bien des niveaux de précarité importants. Pour répondre aussi à la question que posait Awa Fofana, eh bien il y a eu en Côte d'Ivoire des améliorations significatives dans le domaine de l'éducation, des améliorations aussi importantes par rapport à l'ODD numéro 12 et l'ODD numéro 13, donc production responsable et consommation durable, des actions dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique, et je salue entre parenthèses Jean-Claude Coya qui travaille au ministère de l'environnement, qui fait un travail remarquable. Il y a beaucoup de choses aussi dans le domaine de l'économie, ODD numéro 8,
et également dans le domaine des partenariats. Mais il reste encore des efforts à faire. Quand je parlais par exemple des améliorations dans le domaine de l'éducation, pour vous donner quelques chiffres, donc en gros les résultats, donc le taux d'achèvement au primaire est passé de 63,9% à 80%. Entre 2014 et 2018, hein, donc ça c'est quelque chose d'important, mais ça veut dire aller à l'école jusqu'au CM2. Hein. Après on sait qu'il faut pouvoir engager le cycle secondaire et l'enseignement supérieur pour avoir accès à un emploi décent. Hein. Donc il faut relativiser aussi. Et le taux brut de scolarisation, il est passé de 94% à 100%. Voilà, donc des améliorations importantes. Après, quand on parle de consommation et de production durable, voilà, il y a quand même aussi des signaux sur lesquels il faut être vigilant, comme par exemple un reportage d'Arte a révélé assez récemment qu'il y avait dans la filière cacao encore beaucoup trop d'enfants qui malheureusement travaillaient dans cette filière, qui produisaient de manière illégale et qui voilà, donc il y a ces entrepreneurs entre guillemets qui allaient acheter des enfants au Ghana de manière à pouvoir les faire travailler dans les filières cacao à partir de 8 ans, et ça c'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Et le gouvernement bien sûr doit renforcer les contrôles à ce niveau-là, de même que les entreprises comme Cargill par exemple, qui disent avoir des politiques sociales et environnementales, mais qui malheureusement ne font peut-être pas suffisamment de contrôle pour s'assurer que les promesses et que ce que dit la coopérative sur le terrain se traduit véritablement en réalité. Hein. Donc point de vigilance également sur le travail des enfants. Je vais peut-être aussi vous rappeler quelques éléments par rapport à la crise. Alors c'est vrai que les chiffres des Nations Unies évidemment sont plus qu'alarmants, puisque nous avons effectivement ce contexte voilà, qui a été vraiment posé de manière extrêmement brutale. Déjà en avril 2020, donc on va dire juste un mois et demi après le début du confinement, certains organes disaient qu'il y avait 20 millions de personnes qui risquaient de perdre leur emploi. Les Nations Unies parlaient de 50 millions. Hein, donc ça, c'était vraiment les pronostics en début de crise. D'après les chiffres que j'avais aussi pu constater en termes d'extrême pauvreté, les Nations Unies ont annoncé qu'il y aurait probablement 235 millions de personnes qui allaient tomber dans l'extrême pauvreté à cause justement de la pandémie. Sachant que voilà, il y a eu ces efforts considérables qui ont été engagés dans le cadre des objectifs du millénaire. Donc on était à l'époque à un nombre entre guillemets d'environ 830 millions de personnes qui seraient encore dans l'extrême pauvreté. Donc si on rajoute les 235 millions, eh bien malheureusement on passe largement le milliard de personnes qui pourraient retomber dans l'extrême pauvreté. Donc il y a vraiment ces éléments de contexte à prendre en compte. L'économie, elle est bien sûr fragilisée par rapport à plusieurs aspects. Il y a bien sûr le fait que déjà la diaspora qui envoyait beaucoup d'argent en Afrique, malheureusement elle a eu aussi une perte de revenus, donc forcément c'est quelque chose qui se retrouve au niveau des revenus en Afrique. Le confinement qui fait que il y a beaucoup de contacts en fait qui n'ont pas pu se faire, parce qu'on est bien souvent dans des économies informelles. Certains pays comme peut-être le Bénin, voilà, disent que eux ils peuvent plus se permettre de faire le confinement, parce qu'il y a voilà, l'économie formelle, ça représente dans certains pays que 20%. Donc il y a beaucoup de regroupements de populations, comme on le sait, qui sont dangereux bien sûr sur le plan sanitaire, mais dans le même temps qui font que s'il n'y a pas ces regroupements entre guillemets pour échanger de la valeur économique, mais ça veut dire qu'il y a plus de pauvreté. Donc comment sortir de ce cercle vicieux, c'est quelque chose de difficile. Parmi les autres raisons sur le plan économique, il y a bien sûr le fait que les exportations ont beaucoup chuté, notamment dans le domaine du pétrole, que le prix en fait du pétrole a rejoint en fait le coût de production. Donc il y a des investissements qui vont plus se faire. Il y a eu des impacts aussi considérables au niveau du tourisme, notamment en Afrique du Sud ou d'autres pays qui sont affectés. Quand on dit tourisme, ça veut dire que c'est toute la filière qui est affectée. C'est l'agriculture, c'est la pêche, c'est l'hôtellerie. Donc voilà, un peu une descente en cascade de tous ces éléments. Il y a aussi bien sûr des choses comme par exemple le coût des matières premières qui a baissé considérablement parce que justement la demande avait été a chuté considérablement. Il y a bien sûr la filière du cacao, du café qui s'était dit très préoccupée par ces questions.
Et puis, en milieu d'année passée, la filière cacao, elle disait qu'elle avait plusieurs mois en fait de stock parce qu'il y a les pays exportateurs qui sont très demandeurs et qui n'avaient pas encore été trop affectés par la crise. Voilà, pays donc importateurs, c'est bien sûr les États-Unis, la France, toute l'Europe d'une manière générale. Voilà, donc des marchés bien sûr où les produits sont en forte demande, qui ont été peut-être un peu moins impactés. Et puis, si je peux peut-être terminer mes propos introductifs et après passer aux questions, il y a un article vraiment totalement impressionnant et que j'ai envie de citer de Monsieur Sadouk Oumena, qui a écrit en fait un article géopolitique sur le thème l'Afrique, un Eldorado maudit, et qui met en exergue en fait plusieurs choses. Et la phrase, il a repris en fait la réplique de Giraudot dans La Folle de Chaillot, qui explique que la malédiction des ressources, voilà, pourquoi il y a eu une forme de malédiction. Et il dit, c'est ce qu'on fait avec le pétrole, de la misère, de la guerre, de la laideur, un monde misérable. Donc c'est vrai que malheureusement, on peut regretter que dans certains pays qui effectivement ont des ressources extrêmement importantes, eh bien, malheureusement, le niveau de vie au niveau des populations n'a pas suivi. Hein, et ça, c'est quelque chose qui est regrettable, d'où l'importance de bien intégrer à la fois la dimension sociale, environnementale et écologique. Et on dit que en 35 ans, les recettes du secteur du pétrole, par exemple, se sont multipliées par 10, mais au cours de la même période, le revenu par habitant a stagné. Donc ça fait partie, entre guillemets, on va dire, des aberrations, et c'est ce que doit corriger les ODD. Et donc, Monsieur Sadouk, dans son article très intéressant, rappelle bien sûr le fait que l'Afrique regorge de richesses. Elle regorge de richesses, mais aussi dans le même temps, elle est complètement empêtrée dans ces conflits, dans ces guerres, et aussi dans ces problèmes de corruption dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça qui est vraiment regrettable. Au niveau des richesses, donc elle a plus du tiers des réserves mondiales en minéraux. Elle a également 60% des réserves en colbate, de colbate. Elle a 10% des réserves de pétrole, 50% de la réserve de pierre brute et diamants, 20% de la production mondiale en fer. Et on sait aussi à quel point le coltan, par exemple, qui est une ressource qu'on retrouve en République démocratique du Congo, est à la fois une ressource extrêmement précieuse parce qu'on l'utilise beaucoup dans la téléphonie, mais dans le même temps, une ressource qui génère aussi des conflits parce qu'il y a une partie qui est prise par les partis rebelles. Et malheureusement, voilà, il y a eu beaucoup de pillages entre pays. Ça a été un lieu de conflit. Et je suis absolument bouleversée quand j'interviens sur les questions d'égalité par les crimes odieux qui sont commis, notamment sur les femmes, au regard des viols massifs. Donc, essayons ensemble de tendre vers ce monde durable où peut-être qu'un mot doit être retenu, un mot doit être peut-être répété davantage, c'est cette notion d'équilibre entre des écosystèmes, entre des harmonies nécessaires, et essayons de tendre vers un développement durable qui soit harmonieux pour le bien-être de tous. Merci beaucoup pour votre attention. Waouh, vraiment merci beaucoup à vous, Madame Pascale. Vous avez fait une très 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 belle analyse. Vous avez dit des choses que moi-même en tant que chercheur je ne savais pas en ce qui concerne l'avancée des objectifs de développement durable. Et là, on est à 34 personnes qui nous regardent. Vous avez un internaute qui a dit que le sujet que vous traitez aujourd'hui est très intéressant. Mais moi, j'avais une question à poser en attendant que les internautes aussi puissent poser des questions. Vous avez parlé au départ, je peux faire moi-même la genèse des objectifs du millénaire pour le développement aujourd'hui qui est devenu objectif de développement durable. Mais vous n'avez pas expliqué, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le moteur, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait de telle sorte que les Nations Unies ont dit, bon voilà, on est en l'an 2000, on va procéder à créer des objectifs pour les populations, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été le moteur? Est-ce que Ok, voilà, très bien. Merci. Vous avez compris? Oui, bien sûr. Voilà. Non, c'est vraiment... C'est essentiel, c'est-à-dire que du coup, les Nations Unies se sont retrouvées dans un contexte où ils terminaient un programme qui était le programme des objectifs du millénaire pour le développement, que malgré tout, c'est la première fois que les Nations Unies avaient vraiment cette approche globale et intégrée. Voilà.
C'est ce que je demande. C'est-à-dire voilà. Pourquoi ils ont eu cette approche là, globale et intégrée. Et quand je prends le premier objectif du millénaire pour le développement, qui est le premier aussi de l'objectif de développement durable, qui est réduire l'extrême pauvreté et la faim. C'est-à-dire, l'extrême pauvreté et la faim, ça existe déjà en Afrique, dans bien sûr. certains pays. Mais pourquoi ça, à l'an 2000, qu'ils se disent que, voilà, bon, voilà, oui, très bien. Voilà, je pense que les internautes et moi, nous voulions savoir, mais pourquoi? Parce que ça existe il y a longtemps, mais pourquoi c'est à l'an 2000 qu'ils se disent, voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit, voilà, très bien, commencer à faire quelque chose? Oui. Alors, ce qui se passe d'une manière générale, c'est que c'est vrai qu'il y a ces agences, différentes agences des Nations Unies, il y a la FAO à Rome, il y a l'Agence mondiale de la santé, il y a l'UNICEF qui s'occupe des enfants, etc. Et chacune a sa propre politique. Et c'est vrai que Kofi Annan, que l'on sait, voilà, a été vraiment reconnu mondialement comme étant un leader extrêmement charismatique au niveau des Nations Unies. Et c'est vrai qu'il avait ce côté très visionnaire. Et il s'est effectivement dit, d'une manière générale, on essaye chacun de notre côté de lutter pour quelque chose ou d'améliorer quelque chose. Mais n'empêche que les choses sont totalement interconnectées. Et le fait de pouvoir améliorer une chose va en améliorer une autre, d'où l'importance de les prendre dans leur globalité. Je travaille beaucoup dans les quartiers défavorisés en France, et c'est ça aussi, si on prend juste une problématique dans son élément, ou par exemple, pourquoi une personne n'a pas d'emploi. Vous voyez, il peut y avoir une multitude de raisons pour ça, d'où l'importance d'avoir ces approches intégrées. Et c'est ce que fait d'ailleurs à travers l'État, à travers les contrats de ville. Il y a beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là, même si c'est malheureusement pas assez souvent valorisé. Du coup, effectivement, si on arrive à lutter contre la faim, c'est quelque chose qui va permettre déjà à une personne d'avoir une meilleure santé, qui va permettre à une personne d'accéder plus facilement à l'éducation, parce que si j'ai faim et qu'en plus j'ai pas une bonne santé, comment est-ce que je peux suivre les cours? Et ensuite, on va travailler sur une notion d'égalité, parce qu'il ne faut pas que le système exclue les personnes handicapées, les personnes qui sont différentes, y compris les albinos ou d'autres personnes qui ont malheureusement subi des formes d'exclusion dans la société. Il faut que toutes ces personnes-là puissent accéder à l'éducation, parce que même dans le secteur éducatif, il y a de la discrimination. Voilà. Et que ces personnes-là, ensuite, puissent bien évidemment être intégrées dans un environnement professionnel. Si je veux que la planète puisse continuer à nous offrir tous les services qu'elle nous offre, à respirer, à boire, à manger, il faut que je puisse prendre soin de cette planète. Donc il ne suffit pas non plus de travailler et au sein d'une entreprise qui elle-même va polluer et produire cette planète qui demain doit encore continuer à nous faire vivre, au risque bien sûr d'avoir un épuisement total des ressources. Donc c'est ces interconnexions qui sont importantes. J'ai envie de faire référence à une théorie qui a été développée par une économiste en fait britannique qui s'appelle Kate Raworth, qui parle de la théorie du donut en intégrant les ODD, et elle dit à l'intérieur du donut, donc je sais pas, enfin je sais que c'est très connu dans certains pays, peut-être moins dans d'autres, mais c'est rond comme ça. À l'intérieur du donut, en gros ça représente tous les services de base que doivent avoir les populations pour pouvoir avoir un minimum vital de bien-être. Et donc tous ces ODD 1, 2, 3, 4, 5 font partie de ce minimum vital en fait. Et ensuite, il faut que à l'extérieur du donut, il y a des limites à ne pas dépasser, parce que sinon, c'est quelque chose qui va se retourner contre nous. Il y aura trop de gaz à effet de serre, il va y avoir des catastrophes naturelles, on va avoir des problèmes de santé, il y aura des problèmes de santé publique, il va y avoir un épuisement des ressources. Donc en gros, il faut qu'on puisse continuer à vivre dans cette limite, l'intérieur du donut, le plancher, et le plafond, l'extérieur du donut. Et donc, ce que recommande cette économiste, bien, c'est de trouver un système économique circulaire et régénératif qui nous permette de pouvoir continuer à vivre de nos revenus, mais dans le respect à la fois de cette limite intérieure et extérieure. Super, ça c'est une belle réponse. Mais je voulais rebondir un peu sur tout à l'heure quand vous avez fait votre analyse sur le fait que avec la crise que nous vivons, la crise du corona, vous avez dit qu'il y aura plus d'1 milliard, si je me trompe, de personnes qui vont retomber dans l'extrême pauvreté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette pandémie-là aussi peut engendrer des choses et puis peut retarder aussi le fait le premier objectif du millénaire pour le développement. Ok, alors du coup, ce qui se passe d'une manière générale, c'est que, vous voyez, il y a une courbe ici qui nous montre effectivement l'impact de la crise. Hein. Donc ça, c'était les niveaux. Donc effectivement, il y avait des niveaux économiques qui étaient très intéressants et tous les pays, il y a vraiment effectivement
peut-être les pays d'Asie qui ont peut-être mieux réagi finalement à la crise, mais les pays africains, voilà, ils sont moins impactés sur le plan sanitaire, mais ils payent vraiment un lourd tribut en termes d'impact au niveau économique. Mais pourquoi ça? Je vais rebondir rapidement dessus. Pourquoi? Parce que quand on sait qu'aujourd'hui en Afrique, comme les gens aiment le dire plutôt en griffe, que Dieu a épargné un peu l'Afrique. Donc si l'Afrique est épargnée, voilà, il n'y a pas eu assez de morts comme en Europe, et qu'est-ce qui fait que voilà, eux, ils seront à la traîne? Parce que mine de rien, ils n'ont pas été trop impactés. Oui, bien sûr. Alors en fait, du coup, ce qu'il y a, c'est qu'on voit dans cette l'Afrique subsaharienne, en fait, c'est celle-ci, en fait. Je vous la mets comme ça. Vous voyez, c'est celle-ci. Hop. Donc là, effectivement, on voit bien que l'Afrique subsaharienne a été fortement impactée, et fortement impactée sur le plan économique, même si au niveau sanitaire, elle est beaucoup moins impactée. Parce qu'il y a eu cette cascade, en fait, d'événements économiques qui font que, du coup, ça a plombé l'économie en Afrique. C'est ça le problème. C'est que le ralentissement de l'économie mondiale a eu un impact considérable sur l'économie en Afrique. Avec la baisse des exportations, avec la baisse du prix des matières premières, avec tous ces éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure. Maintenant, quand on parlait du milliard de personnes plus du milliard qui vont être dans l'extrême pauvreté, là, c'est sachant qu'il y en avait déjà 830 millions qui étaient dans l'extrême pauvreté, qui sont dans l'extrême pauvreté, et à cela s'ajoute une estimation, et c'est encore que des estimations, hein, de 235 millions supplémentaires. Voilà. Donc la crise ne génère pas 1 milliard supplémentaire, mais en tout cas au regard des données que j'ai pu obtenir, et les données changent tout le temps, donc voilà, il faut être vigilant sur les différentes sources d'information, mais voilà, et c'est quelque chose qui peut être absolument catastrophique. Et en plus, toutes les personnes qui vont perdre un emploi vont bien sûr pas figurer dans ces statistiques-là, mais auront évidemment beaucoup de difficultés, sachant qu'un des enjeux au niveau social en Afrique, c'est aussi le fait qu'il n'y a pas forcément ce minimum salarial, alors que nous, quand même, on est considérablement bien protégés en Europe. On n'a pas ce minimum au niveau des revenus, on n'a pas cette protection, cette insécurité. Si je perds mon emploi, ben ok, j'ai quand même la chance de pouvoir accéder à Pôle emploi et d'avoir tous ces filets de sécurité derrière qui vont pouvoir me permettre, en tout cas, d'être plus sécurisé. On sait que le fonctionnement africain est beaucoup plus basé sur les communautés. Voilà, il faut espérer que les communautés puissent accueillir, en tout cas, les personnes qui seront le plus dans le besoin pour essayer de minimiser l'impact. On considère que le montant en fait la perte de revenus s'estime à peu près à 3,4% au niveau international. Voilà. Maintenant au niveau africain, je n'ai pas la donnée, mais c'est quelque chose qui peut avoir aussi un impact. La crise, c'est sur quelque chose qui est effrayant, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le travail des enfants. Voilà. Donc ça veut dire que on va dire que cette situation de pauvreté qui va s'aggraver encore en Afrique, eh bien, va générer malheureusement un nombre d'enfants au travail. Là, c'est les chiffres de l'ONU. À cause de la pandémie, le travail des enfants pourrait de nouveau augmenter après 20 ans de baisse. Une hausse de 1% de la pauvreté peut conduire à une augmentation d'au moins 0,7% du travail des enfants. Et ce travail des enfants-là est causé par le fait que les enfants ne vont pas à l'école et par le fait que les parents sont pauvres. Donc, du coup, ils disent aux enfants, bon, allez-y aussi travailler pour nous aider. C'est un peu dans ce cadre-là? Et vraiment, c'est ça. C'est effectivement, c'est totalement incompréhensible cette question de travail des enfants, parce qu'on se dit, pourquoi est-ce qu'on va faire travailler les enfants? Pourquoi est-ce que c'est pas les gens qui iraient du coup directement travailler? Voilà, ça veut dire qu'il y a du coup de l'emploi, et pourquoi est-ce que c'est les enfants qui vont occuper cet emploi? Malheureusement, il y a des phénomènes qui sont produits, et peut-être encore plus dans les familles où il y a peut-être eu un manque d'éducation à la base, parce que du coup, les enfants sont plus facilement, entre guillemets, employables, et donc du coup, les parents vont envoyer les enfants parce que ça va être une source de revenus. Eux, ils n'ont peut-être pas réussi à avoir un emploi, et donc ils vont envoyer l'enfant avec les petites mains. On sait que c'est quelque chose qui est totalement prohibé, qui est interdit par la loi, mais malheureusement, ils continuent à attirer les employeurs. Et ça revient aussi à l'importance de plus d'éthique dans les affaires. Ça, c'est quelque chose, en tout cas pour moi, un des leviers du développement. D'accord. Et moi, je voulais revenir sur quelque chose que vous avez dit dès le départ qui m'a frappé, qui d'abord m'a frappé
excusez-moi, qui m'a fait plaisir, c'est le fait que vous avez parlé de la corruption. Vous avez dit, voilà, vous avez dit que il y avait énormément de corruption. Ouais. Donc, ça peut aussi freiner les objectifs de développement durable. Je voudrais que vous reveniez un peu sur cette corruption-là. Voilà. Alors, par rapport à la corruption, que dire? D'une manière générale, on sait que c'est un... Vous avez beaucoup de cœur, hein. Ça veut dire ce que vous dites, c'est très intéressant. Ah, d'accord, merci. C'est très gentil, merci à vous tous. Alors, le problème de corruption, vous avez vu mon graphique tout à l'heure, c'est-à-dire que on sait qu'en Afrique, je veux dire, déjà, c'est quelque chose qui est connu de tous, mais n'empêche qu'on n'en parle jamais. Et on n'en parle pas assez, en fait. Et je comprends que ceux qui sont dans le système ont peut-être des difficultés. Moi, si je travaille dans une entreprise et que je veux effectivement lutter contre des pratiques qui sont pas très honnêtes, je vais m'exclure d'un système. Donc je sais à quel point pour les gens de l'intérieur, c'est quelque chose qui est difficile à combattre. Moi, il y avait un directeur, j'avais fait une intervention pour l'OIF dans le cadre de mes activités professionnelles, un directeur du cabinet d'un ministre au Gabon, qui travaille au ministère de l'économie, qui m'a dit, vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est dur de lutter contre la corruption. Il dit, parce que du coup, je me fais des ennemis partout, en fait. Et il disait... donc ça veut dire que quand il y a des réseaux, des rencontres, etc., les gens ne me parlent pas. Il est exclu en fait, de manière totalement informelle. Il est exclu des relations parce que du coup, il va avoir des propos qui sont très dérangeants. Voyez ? Donc la lutte contre la corruption dans le système, quand on est dans le système, elle est vraiment très difficile. Et il dit, mais même ma femme, c'est terrible, parce qu'à la maison, elle me dit, mais pourquoi toi tu gagnes pas plus que l'autre qui a un poste qui est moins élevé que toi ? Et sa femme, elle dit, pourquoi est-ce on pourrait pas acheter des baskets à Nike à nos enfants? Pourquoi est-ce qu'on va pas partir en vacances en Europe alors que le voisin le fait? Vous voyez, donc c'est aussi toujours ces problématiques-là de gens qui en veulent toujours plus, mais aussi qui se comparent à leurs voisins. Et donc, il y a des abus vraiment faramineux. Donc, tant qu'il n'y a pas des systèmes qui sont mis en place, qui soient beaucoup plus drastiques. Je sais que le Maroc a beaucoup travaillé sur ces questions de lutte contre la corruption. Au Sénégal, j'avais rencontré une personne absolument fabuleuse qui formait les gens de la police, qui disait qu'il ne fallait absolument pas que les policiers puissent ou tous les fonctionnaires d'une manière générale encaisser directement de l'argent, mais que l'encaissement de l'argent se fasse par d'autres moyens pour éviter de manipuler ça. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est important. Et puis, je vous le dis aussi, j'avais rencontré dans un avion, parce que dans les avions, il se passe des choses aussi. Avant d'arriver dans un pays, vous interrogez 3-4 personnes dans l'avion, vous avez un peu le sentiment, la température au niveau de la corruption, sans poser directement la question, mais quand même, il y a des moyens. Et donc, cette personne, je rentrais d'un voyage au Bénin, et je lui ai posé quand même à demi-mot ce qu'il pensait de la situation. Il me parlait vraiment tout bas dans l'oreille et là je voyais vraiment l'intégrité de la personne parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Et il m'a dit ça ne peut venir que de la population, la lutte contre la corruption. Et il dit il faudrait voilà. Et donc à mon avis ce qu'il faudrait peut-être c'est qu'il y ait un numéro vert, qu'il y ait peut-être des agences comme le PNUD ou autres qui soient un peu le centre d'appel pour que les gens puissent effectivement dire il s'est passé telle ou telle situation et donc du coup donner des données précises en fait. Pour qu'on puisse lutter contre la corruption. Et dans les entreprises ou dans les administrations, d'une manière générale, quelqu'un qui sait que son collègue va prendre une partie de son budget, parce qu'il pense évidemment que ça lui revient et que c'est tout à fait normal qu'il puisse avoir 10%, bien sûr, c'est toujours ça la corruption. Qu'il puisse y avoir des moyens de faire remonter l'information pour que massivement on puisse lutter contre ça, parce que je trouve ça absolument révoltant que l'argent qui est destiné aux populations soit utilisé à des fins personnelles. Est-ce que c'est pas aussi un problème de gouvernance? Ah, mais c'est complètement un problème de gouvernance. Exactement. Donc, parfois, il y a des gouvernements qui vont dire qu'ils luttent contre la corruption et ils vont engager des mesures pour lutter contre la corruption. Mais est-ce qu'on va assez loin dans les mesures? Parce que si on lutte contre certaines petites initiatives et que dans le même temps, au niveau du gouvernement, les gens vont continuer à prendre de l'argent ou au niveau des administrations, les gens vont naturellement se dire, si les autres le font, pourquoi je le ferais pas moi? Vous voyez? Donc, tant qu'il n'y a pas des sanctions et une gouvernance exemplaire sur ces questions-là, la corruption, elle va continuer et c'est toujours et encore les populations qui en pâtissent. Et ça, effectivement, c'est quelque chose. Moi, quand je vois ces enfants, parfois dans la rue ou ces femmes qui font un travail absolument incroyable et qui n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille, c'est quelque chose qui
qui malheureusement est encore une réalité et qui est révoltant. Effectivement. Je pense que vous avez compris l'indignation. Voilà, c'est vraiment révoltant, comme vous le dites. Je pense que les internautes ont vraiment très bien compris tout ce que vous avez dit. Ils m'ont pas encore posé des questions. Justement, c'est moi ceux qui posent des questions. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que là, vous avez vraiment bien détaillé. Vous avez montré l'impact des ODD en ce moment. Vous avez parlé aussi de la crise, la pandémie dans laquelle on est. Oui. Voilà, qui va faire aussi que les objectifs de développement durable seront peut-être un peu en retard. Mais selon vous, est-ce que vous pensez qu'en 2030, bon, en 2030, on ne sait pas si on sera là, hein, voilà, mais selon vous, si, bien sûr. Voilà, si on est là, c'est tant mieux, c'est ce qu'on souhaite. En vrai que, voilà, moi, en tout cas, je veux vivre 100 ans, hein, pourquoi pas. Mais je veux dire que en 2030, bon, quand on fait les projections, Inch'Allah, on sera là en 2030, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, on est en 2021, quand on fait déjà les projections, est-ce qu'on peut atteindre certains objectifs ou on peut atteindre les objectifs? Je dis certains et ou quoi. Je ne sais pas si vous comprenez bien ma question. Bien sûr. Voilà. Alors, au niveau on peut effectivement, voilà, regretter qu'il y aura un retard dans la mise en œuvre des ODD. Mais ce qu'il faut aussi essayer de prendre en compte, c'est alors, je me permets peut-être juste avant de répondre à la question de faire une petite parenthèse par rapport à la pandémie, parce que tout à l'heure, quand je pense que j'étais assez incomplète dans une des réponses, quand j'ai parlé du fait que effectivement l'Afrique d'une manière générale a été moins touchée sur le plan sanitaire, mais elle l'est vraiment tout autant sur le plan économique. Ce que j'aimerais aussi vous dire, c'est que il faut regarder les courbes et les données. Comme par exemple, il y a des chiffres qui nous montrent vraiment précisément quels sont les pays africains qui sont le plus impactés en fait par la pandémie, d'accord? Donc c'est sûr que des pays comme par exemple l'Afrique du Sud, ils ont eu 44 000 décès en fait en Afrique du Sud, et en plus maintenant il y a le problème du variant, vous voyez. Donc c'est vrai que voilà, je vous ai donné une généralité, mais c'est peut-être un peu aussi de ma responsabilité de vous redonner quelques éléments un peu plus précis. En Équateur, il y a eu 14 000 décès, c'est quand même énorme. L'Équateur est beaucoup touché. L'Égypte avec 9 000 décès, Maroc 8 000, Tunisie 6 000, etc. Voilà, et donc dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne, bon, il y a l'Éthiopie, donc il y a eu 2000 décès par exemple. Voilà, le Nigeria, il y en a eu 1005. Bon, la Libye, il y en a eu 1008. Le Kenya, 1007. Voilà, donc ces pays-là, effectivement, ont quand même dû subir voilà, de plein fouet la crise sanitaire. Et je sais que des pays comme le Rwanda, par exemple, qui est quand même souvent cité comme étant un pays exemplaire, ou en tout cas de plus en plus exemplaire en Afrique, avait vraiment aussi engagé une politique de prévention extrêmement forte au niveau de la santé. Voilà, et donc c'est ça aussi qui est important, c'est qu'est-ce qui a été mis en œuvre à la fois pour préserver, alors peut-être qu'il y a Dieu, hein, bien sûr, j'imagine qu'il a un rôle important, mais voilà, il y a aussi d'autres mesures de prévention qui ont été mises en place, et puis voilà, peut-être un certain nombre de facteurs qui ont préservé plus ou moins l'Afrique par rapport à ces questions. Maintenant, il y a une prise de conscience, je pense, assez vaste sur le fait que l'écologie, c'est plus quelque chose qu'on considérait comme étant, ok, c'est le truc des militants écolos, etc. Cette pandémie a quand même, à mon avis, eu un impact important en termes de prise de conscience sur les questions écologiques. Et ça, on l'a vu en France, parce que quand il y a eu les élections municipales, on a vraiment vu une vague verte assez forte. Et il y a beaucoup de maires d'ailleurs qui n'auraient jamais imaginé basculer en fait à ce moment-là. Donc des partis voilà, plus partisans des questions citoyennes et écologiques l'ont remporté de manière assez magistrale. Voilà, y compris en Savoie, la ville de Chambéry, voilà, Annecy également, la ville de Lyon, Bordeaux, il y a beaucoup de villes, Strasbourg et autres. Donc en gros, si toutefois on arrivait à créer peut-être plus massivement aussi cette prise de conscience écologique, c'est quelque chose qui a un impact au niveau des politiques et par conséquent au niveau des gouvernements. Donc si effectivement il y a plusieurs conditions qui sont créées, on peut peut-être aussi encourager à repenser le monde d'après, et c'est vraiment ce qu'encourage le secrétaire général des Nations Unies, M. Guterres, à faire en sorte que les gens puissent interpeller les décideurs, interpeller les politiques. Donc ça, c'est aussi une manière de faire pression pour que les ODD soient mieux pris en considération. Donc, si à la fois les gouvernements eux-mêmes eh bien, remettent entre guillemets quelques décisions
en cause, comme par exemple le fait que jusqu'à maintenant on a pu subventionner des énergies fossiles sans contrepartie. Peut-être que demain il pourrait y avoir une prise de conscience un peu différente, comme c'est le cas par exemple en Tunisie. On travaille beaucoup avec Hajar Cherif, présidente de IODD Tunisie, qui fait aussi un travail remarquable, qui pendant la crise du Covid a interpellé le ministre qui est en charge de l'ODD en disant mais écoutez, monsieur Hayed je crois, comment se fait-il qu'aujourd'hui vous donnez de l'argent aux entreprises sans vous préoccuper pour autant de leur impact social et environnemental? Vous voyez, donc les lois peuvent aussi évoluer considérablement, et en France, je salue aussi le travail remarquable de plusieurs députés, Jennifer de Timmerman, Monsieur Potier, Pierre-Alain Raffan, qui effectivement essaient de faire en sorte qu'on puisse intégrer davantage les ODD dans la loi. Et super. C'est ça qui pourrait contraindre. Moi, je crois à l'approche volontariste, mais de plus en plus, je me dis que c'est la réglementation qui va changer la manière dont les décisions peuvent se prendre pour demain. Donc, essayons d'identifier peut-être 5 ou 6 leviers, en plus d'une meilleure connaissance des ODD, en plus d'un renforcement de l'action des citoyens et de l'action des entreprises, pour qu'il y ait un engagement plus massif et que le monde d'après ressemble davantage à ce qu'on avait imaginé, à ce que les Nations Unies avaient imaginé en 2015. Je rappelle aussi, pour répondre à une de vos questions, que ce programme des Nations Unies ont été adoptés avec une large concertation qui avait été organisée en amont. Il y a eu plus d'1 million de personnes qui avaient participé à ces consultations qui ont duré pendant 2 années. Vous voyez ? Donc les ODD, c'est les ODD entre guillemets du peuple. Les ODD qui correspondent véritablement aux inspirations, aux attentes spécifiques des habitants de cette planète. D'accord. Super. Je pense qu'on va clore cette séance vidéo. Mais je vais poser une dernière question à Madame Pascal. Et voilà, elle va répondre et en même temps aussi, elle va clore la séance. On va vous dire au revoir. Et tout à l'heure, vous avez parlé de votre voyage au Bénin. Je ne sais pas aussi si vous avez fait un voyage en Côte d'Ivoire, dans certains pays. Bien sûr. Africains. Je voulais que vous dites à moi et aux internautes qu'est-ce que vous avez fait exactement. Peut-être sur 1 ou 2 points, qu'est-ce que vous avez fait. Mais au passage aussi, je voulais dire aux internautes que vous avez eu un prix, non, en Côte d'Ivoire. La Légion d'honneur. Voilà, la Légion d'honneur. Madame Pascal Fressos a eu la Légion d'honneur en Côte d'Ivoire. Donc franchement, je pense que la Côte d'Ivoire a vu le travail qu'elle fait. Donc je voulais que vous nous dites comme ça, par exemple au Bénin on a fait ceci, 2 ou 3 exemples que vous avez concrètement fait. Et puis vous nous dites à la fin si vous pensez qu'en 2030 on aura vraiment fait beaucoup de choses, si on aura beaucoup d'objectifs qui seront en paix. Ok. Merci beaucoup Awa. Alors simplement pour vous dire qu'effectivement nos antennes sont basées dans 20 pays et donc je les salue, elles font un travail absolument remarquable et je suis très contente de cette dynamique qui est engagée avec nos membres. Typiquement un de nos membres fondateurs, Cissé Cheikh, qui avait créé l'Alliance à Genève avec moi et président de IODD Sénégal. On avait créé l'Alliance panafricaine en 2007 avec un des ministres, Lamine Ba. Donc ça, quand je vous dis ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a eu beaucoup d'actions qui ont été engagées et en impliquant aussi des personnes ayant des niveaux de responsabilité. Donc c'est pas anodin si on a fait le lancement de l'Alliance sous le patronage de Bernard Kouchner, si on a fait le lancement de l'Alliance panafricaine sous le patronage de Lamine Ba, président, ministre de l'Environnement, c'est parce que y a ce travail de sensibilisation et entre guillemets de lobbying. Donc peut-être qu'on n'est pas très connu du grand public parce qu'on fait un travail aussi en souterrain pour faire en sorte qu'on puisse parler de manière ouverte et constructive. On n'est pas dans comme peuvent l'être certaines ONG, c'est ce qui est tout à fait utile par ailleurs dans les relations de force, mais plutôt partenariale, de manière à faire en sorte que on puisse aussi mettre certains acteurs face à leurs responsabilités. Donc en gros, il y a eu 1290 actions qui ont été engagées en fait depuis 2006, à la fois pour sensibiliser aux objectifs du millénaire pour le développement et à la fois pour sensibiliser aux objectifs de développement durable depuis 2015. Parmi les actions, c'est important, il y a à peu près une 50aine d'actions qui ont été organisées de terrain en fait concrètes, comme par exemple les villages du millénaire. Donc ça, c'était une des grosses actions qui ont été
engagée en Côte d'Ivoire, où là, effectivement, c'était notre ancienne présidente Désirée Djoman qui allait justement voir les maires des villages et qui leur disait: est-ce que vous connaissez les objectifs du millénaire? Donc, ils ne connaissaient jamais les objectifs du millénaire. Et on leur disait: est-ce que vous êtes d'accord si on met en place un village du millénaire? Donc, voilà, une fois qu'ils disaient oui, après, bien sûr, la présidente d'AIEDD allait les relancer peut-être 20 ou 30 fois pour qu'on puisse passer concrètement à l'action, parce que voilà, il y a le passage à l'action, c'est toujours un peu difficile pour tout le monde. Ouais. Et donc après, effectivement, on mettait du coup la table au milieu du village et on informait les populations c'est quoi les objectifs du millénaire. Là, on peut faire exactement pareil, et vous-même pouvez faire pareil. Vous pouvez essayer de vous renseigner, prenez attache auprès de l'AIEDD, on peut vous aider à organiser des choses. Il faut que les populations connaissent c'est quoi les objectifs de développement durable, et après les gens posent des questions, les gens s'intéressent, et après on crée ce qu'on appelle des cellules focales, où là c'est les gens dans le village qui, au sein de cette entité, après formaient d'autres acteurs et se disaient c'est quoi le projet de notre village. Et donc c'est ce qu'on essaye de faire avec une approche intégrée au niveau d'un village. Pas juste, il faut rénover l'école ou il faut nettoyer les plages, mais c'est qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi la vision de notre village et comment on peut identifier des projets concrets en intégrant chacun des ODD, sachant qu'un projet qui est bien ficelé, il a forcément une dimension transversale et il va avoir un impact à la fois sur les questions économiques, voilà, pour améliorer l'accès à l'alimentation par exemple. Il va avoir un impact parce que il va être mis en œuvre dans le respect de la nature pour la protection de l'environnement, et il va avoir un impact, si possible, dans la perspective de pouvoir créer durablement une économie qui effectivement permette aux gens d'avoir accès à un emploi décent. Donc on peut vous accompagner sur des projets concrets de mise en place de villages du millénaire pour les ODD ou toute autre initiative. Là, ce matin, j'étais en réunion, par exemple, à la ville de Clé-sous-Bois. On était en contact avec l'adjointe au maire qui veut mettre en place probablement, c'est encore en cours de réflexion, mais un village, une ville durable ODD. À l'Assemblée nationale, on travaille avec un collectif pour la mise en place d'un colloque, en fait, élus et ODD, de manière à faire en sorte qu'on puisse à la fois sensibiliser davantage les élus, locaux et les parlementaires pour intégrer davantage les ODD dans les politiques publiques. Voilà, donc AIEDD pilote un collectif de 30 organismes. Voilà, il y a beaucoup de plaisir à le faire, on travaille avec des gens absolument passionnants. Donc il peut y avoir une multitude d'initiatives, à nous de créer les conditions pour faire en sorte que la transformation soit une réalité et non une utopie, bien sûr, à l'horizon de 2030, sachant que la période 2020-2030 sera bien sûr une décennie critique. Effectivement. Vraiment, merci beaucoup à vous, Madame Pascal, pour cette belle conclusion. Vous avez Monsieur Adamassé qui dit qu'il a compris, votre intervention lui a donné beaucoup de renseignements. Et Monsieur Adama, merci de nous avoir suivis, merci beaucoup. Et Madame Pascal aussi est très contente, voilà, pour cette intervention qu'elle vient de faire. Mais ce que je voulais dire, moi je vais clore avec ce qu'elle a dit. Elle trouve que il y a beaucoup d'avancées. Elle trouve que il y a certains pays, il y a certaines populations encore qui ne connaissent pas les objectifs de développement durable, mais ils font des actions dedans, ils font des interventions, ils font des choses pour que ces populations-là puissent savoir. Parce que moi, je pense que quand on a créé quelque chose pour des populations et que cette population même ne sait même pas que ça a été créé pour elle, je pense que c'est un vrai problème. Parce que si les objectifs du millénaire pour le développement ont été créés en 2000 par les Nations Unies avec une date butoir de 2015 et après qu'on été encore projeté, si je peux dire comme ça, jusqu'en 2030 et jusqu'à preuve du contraire, il y a des populations qui ne savent pas. Je pense que c'est un véritable problème. Donc, avec l'action des AIEDD, c'est pour permettre à ces populations-là de savoir qu'il y a quelque chose qui se font pour elles, il y a quelque chose qui est déjà mis en place. Il faut vraiment aujourd'hui des actions. Il faut qu'on parte de l'avant. Donc, pour dire que les objectifs du millénaire pour le développement, aujourd'hui, objectifs de développement durable, sont une réalité et que ces objectifs-là permettront de donner une bonne vie, si je peux dire comme ça, en griffe, améliorer la vie de certaines populations avec l'appui justement des Nations Unies et des États. Madame Pascal tout à l'heure disait qu'il y a des États
qui manque encore de fermeté, qui manque encore de bonne gouvernance. Et de leadership. Voilà, de leadership dans les fonctionnements. Et je trouve ça dommage dans la mesure où ils ont été présents. Tout à l'heure, Madame Pascal, si vous avez bien écouté son analyse, elle a fait une très belle analyse. Elle a dit que ça a été, ils ont pris 2 ans de réflexion. Ça dit que les Nations Unies ne sont pas venues comme ça pour dire, voilà, on crée les objectifs du millénaire et aujourd'hui les objectifs de développement durable. Non, ils ont pris 2 ans quand même pour décider avec qui, avec la population, avec certains acteurs. Donc, en 2000, ça a été institué avec 193 États. 193 États. Donc, je pense que ces gouvernements-là savent ce qui se passe et il faut qu'ils se battent. Comme Madame Pascal a dit, il faut mettre des actions. C'est-à-dire, c'est bien beau de parler, mais il faut des actions. Et elle a parlé aussi d'un mot qui gangrène énormément l'Afrique, qui est la corruption. Et je pense que il faut faire des actions, comme elle a dit, des actions fortes. Voilà, il ne faut pas parler pour laisser, mais il faut vraiment faire des actions fortes pour qu'on puisse arriver véritablement à un changement. J'espère que vous avez écouté tout ce qu'elle a dit sur les objectifs du millénaire pour le développement, les objectifs de développement durable aujourd'hui. Et j'espère aussi qu'elle a donné beaucoup d'enseignements pour ceux qui ne savent pas. Et tout à l'heure, Madame Pascal a dit quelque chose que moi je trouve intéressant. Elle a dit qu'on manque peut-être de visibilité. Peut-être les gens ne savent pas ce qu'on fait. Mais moi, je pense qu'avec ma plateforme politique, parfait, vous avez de la visibilité. Oui. Vous aurez de la visibilité, oui, parce que non seulement vous avez fait une belle analyse, vous avez montré des preuves à l'appui et je pense que ça peut nous donner une certaine autorité. Et justement pour que la population sache, moi c'est ce que je mets l'accent dessus, savent ce qui se passe, savent qu'il y a quelque chose qui est fait pour eux. Madame Pascal a aussi parlé du travail des enfants, des violences faites aux femmes. Et vous avez vu son cri de cœur quand elle a parlé. Et moi aussi, je suis une femme, je pense que c'est pareil aussi comme elle. Il faut arriver véritablement à changer les choses. Si les objectifs de développement durable avec plus de 5 cibles, et je pense qu'il faut arriver à les faire et puis il faut arriver à ce que aussi les populations en bénéficient. C'est ce que je voulais dire. Donc ça sera mon mot de fin. Je remercie tous les abonnés qui ont été en direct avec nous pour nous regarder, qui ont peut-être pas posé des questions mais qui nous ont fait un petit coucou. C'est gentil et je pense que après, pour ceux qui verront la vidéo, s'ils avaient des questions, vous pouvez toujours les poser. Moi-même, voilà, je pourrais éventuellement vous répondre parce que j'avais déjà fait une analyse en amont sur les objectifs de développement durable. Mais Madame Pascal, c'était vraiment, voilà, cette grande dame des ODD, moi je l'appelle comme ça, la grande dame des ODD, voilà, que je voulais avoir vraiment sur cette plateforme politique-là pour parler de ses actions parce que c'est une grande dame, comme je dis, et elle fait beaucoup de choses en Afrique. Bon, je vous remercie, je vous remercie, chers internautes, et je vous dis à bientôt, à la prochaine fois. Soyez présents, partagez énormément parce que ce que je fais, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, c'est ce que je dis, ma plateforme politique, c'est l'Afrique, c'est maintenant, avec 3 points de suspension, ça veut dire énormément de choses, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut faire certaines choses, c'est maintenant qu'il faut se battre. Nous, en tant que jeunesse africaine, voilà, c'est nous qui devons envoyer vraiment à changer les choses. C'est nous qui devons avoir, comme tout à l'heure, Madame Fressos l'a dit, des institutions fortes. Le président Barack Obama, lorsqu'il était au pouvoir, il dit l'Afrique a des hommes forts, mais elle manque d'institutions fortes. Donc ces institutions fortes-là, c'est nous, voilà, qui devons nous-mêmes la créer. Donc je vous dis vraiment merci. À la prochaine fois, soyez là, partagez, il faut beaucoup de partage pour que certaines personnes aussi qui ne savent pas que cette plateforme de politique existe, pour que voilà, ces personnes savent qu'elle existe. Voilà, partagez énormément et puis soyez là, posez des questions. Je vous remercie. Là, on va tirer à la fin. Vous y venez maintenant nombreux pour nous regarder, mais on va partir parce que Madame Pascal, elle a d'autres choses à faire. Bonne journée à vous, bonne semaine à vous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau direct avec un nouveau invité ou bien avec moi-même. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Et bravo Awa Fana. Merci beaucoup.